BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci d'être avec nous sur 01 TV, vous le savez, la chaîne sur les box, sur Internet, avec la chaîne YouTube de 01 TV sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche matin à la radio et à la télé. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mail. On va évoquer encore une fois tout à l'heure le CES de Las Vegas, vu par un spécialiste qui le suit depuis de très nombreuses années. Il s'agit d'Olivier Ezrati, qui est un fin connaisseur du monde des nouvelles technologies et qui est auteur aussi et qui nous dira ce qu'il en pense de ce CES 2021 qui était virtuel. Bien sûr, on reviendra sur la transformation de ce CES qui a beaucoup parlé de Covid et puis on évoquera aussi les gadgets improbables qui ont été présentés. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de quoi je me mail sur la page Facebook de quoi je me mail et puis nous rejoindre aussi sur Twitter avec le hashtag DQJMM si vous voulez réagir. Merci d'être là et bienvenue. Et le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter. Nicolas Lelouch est là. Salut Nico. Salut François. Journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette est avec nous aussi aujourd'hui. Salut Emmanuel, journaliste à l'Express. L'actu de la semaine et on commence par ces chiffres qui donnent le tournis. On dit que, évidemment, cette épidémie a été une catastrophe pour beaucoup d'entreprises, mais ça a été aussi salvateur pour d'autres. Nicolas. Oui, tout à fait, particulièrement dans le domaine du streaming, puisque vous le savez, vous étiez beaucoup à la maison cette année et vous avez peut-être passé beaucoup de temps sur Netflix. Entre autres, évidemment, il y a plein de services de streaming aujourd'hui, mais tout ça, en tout cas, ça permet de donner un élément rassurant à ceux qui s'inquiétaient justement de l'arrivée de plein de services de streaming et qui pensaient que du coup, ça allait être la fin de Netflix, ou en tout cas la fin de la croissance de Netflix. Eh bien, en 2020, il y a 37 millions de nouvelles personnes qui se sont abonnées à Netflix et on dépasse les 200 millions d'abonnés, 203 millions précisément. C'est un record pour un service de streaming. Incroyable. 200 millions d'abonnés. Alors évidemment, le cours de la bourse de Netflix a explosé. Ça s'est envolé, oui. C'est dingue. Et puis, c'est qu'une petite info parmi d'autres concernant Netflix, je crois. Oui, tout à fait. Enfin, dans l'idée, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires qui est supérieur à ses attentes. En 2020, ils ont gagné 25 milliards de dollars et surtout, ils commencent à plus ou moins réussir à conserver un bénéfice stable. C'est-à-dire, ils font pas mieux en termes de marge que l'année dernière. Ils font même un petit peu moins bien. Mais en tout cas, ils rassurent parce qu'aujourd'hui, ce que Netflix dit, c'est qu'ils sont capables de s'auto-alimenter sans aide de fournisseurs, d'investisseurs externes à Netflix. Donc ça, c'est quand même une nouveauté importante. C'est la preuve que Netflix est vraiment en train de devenir une entreprise rentable. Il y a plein de contenus qui vont arriver en 2021. Ils sont en train d'acheter plein de gros films à haut budget. Ils sont en train de devenir vraiment une alternative sérieuse au cinéma. Ils sont vraiment respectés par l'Académie des Oscars, par l'Académie de tous les grosses cérémonies à succès aux États-Unis. Oui, on a l'impression que les relations entre les salles de cinéma, en tout cas les producteurs et Netflix, sont en train de s'apaiser un petit peu. Oui, il y a clairement une vraie relation, même avec la France, avec plein de pays européens. Ils font vraiment de plus en plus de productions locales pour séduire. D'ailleurs, ils ont donné un chiffre sur la série Lupin, vous savez, avec Omar Sy, qui est disponible depuis 1 ou 2 semaines, je crois, sur Netflix, qui aura 70 millions de téléspectateurs d'ici la fin du mois. C'est-à-dire qu'en 28 jours, il y aura 70 millions de personnes qui auront vu Lupin. C'est un succès phénoménal pour une série française. Elle est première, je crois. Elle est première dans plein de pays. Elle est 2e aux États-Unis, alors que c'est quand même une série francophone à la base. Donc pour dire à quel point le succès de Netflix est monstrueux et à quel point ils sont capables de faire chuter les frontières. Et ce que j'adore dans ce communiqué justement des résultats financiers de Netflix, c'est qu'ils abordent la question de Disney+. Et ils disent justement, on est impressionné par Disney+, entre parenthèses, 87 millions d'abonnés en 1 an, point d'exclamation. Et ils disent, notre stratégie pour combattre Disney+, est assez simple, ne rien faire, à savoir continuer à satisfaire nos abonnés. Et je trouve ça marrant parce que c'est une façon de dire qu'ils accueillent très bien la concurrence, que la concurrence est très forte, mais ils n'en ont pas peur parce qu'ils savent que le catalogue de Netflix est solide. Emmanuel, on se doutait du succès incroyable de Netflix, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, Netflix a perdu de l'argent, je crois. Et là, ils commencent à en gagner. Alors en fait, ils sont ce qu'on appelle ils commencent à être free cash flow, c'est-à-dire qu'entre les investissements qu'ils font, par exemple pour les séries en grande partie ou les films, et puis les emprunts qu'ils doivent faire pour financer ce type de contenu, ils commencent à être positifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de la banque. Alors il faut savoir quand même qu'ils ont 15 milliards de dettes
depuis 2011 qui ont été engrangés justement pour se faire un catalogue, parce que contrairement à Disney qui a déjà un catalogue ancien et qui peut mettre à disposition sur sa plateforme, Netflix il partait de zéro, donc il a fallu qu'il licencie les catalogues à des tiers, donc ça coûtait de l'argent, et puis lancer sa propre production, et puis faire grossir cette propre production, puisque une fois, c'est des coûts fixes, une fois qu'on a financé cette propre production, on peut la remettre sur sa plateforme, on n'a pas besoin de racheter des droits comme ils le font avec les catalogues d'éditeurs tiers. Donc c'est la stratégie de Netflix d'être de plus en plus indépendant des autres, sachant que les autres en l'occurrence, parce que là on parle beaucoup de Disney, mais les autres se lancent aussi avec leur propre plateforme, donc reprennent leurs droits sur les catalogues existants. Oui, donc appauvrissent le catalogue de Netflix, forcément. Effectivement. Ce qui était le cas avec Disney, on se souvient il y a quelques années, Disney petit à petit enlevait tout son contenu. Les Marvel déjà, qui ont quitté en grande partie, alors pas tous, mais en grande partie la plateforme. Oui. Et puis là maintenant, donc on a Discovery Plus qui est en train de lancer son propre service. On a HBO Max qui lance son service aux États-Unis essentiellement. On a Peacock aux États-Unis qui a déjà plus de 20 ou 30 millions d'abonnés. Donc ce sont des services qui commencent à arriver, mais essentiellement aux États-Unis. On les voit pas encore arriver en Europe, donc la vraie bataille, ça va être là. D'autant que Netflix, ils annoncent quand même vouloir s'attaquer à d'autres marchés, puisque c'est là d'où vient la croissance aujourd'hui. Ça vient plus des États-Unis, et notamment l'Afrique subsaharienne. Donc c'est la prochaine étape de Netflix, c'est d'arriver en Afrique et de pouvoir se développer fortement en Afrique francophone, mais aussi anglophone. Donc ça va être le prochain pari de Netflix, sachant qu'il reste le dernier gros marché, enfin les deux gros marchés, l'Inde et la Chine, mais qui sont un marché aujourd'hui plutôt fermé. Et pourtant, ils poussent. Il y a énormément de contenu à destination des spectateurs hindous. Enfin, il y a énormément de choses, mais ça va prendre du temps. Il y a toujours des services très, très nationaux là-bas. Ça fonctionne notamment. D'ailleurs, Disney est propriétaire, je crois, d'un service qui s'appelle Stars. C'est en Inde qui est le gros service de streaming là-bas. Oui, c'est très localisé. J'ajoute à ce que dit Emmanuel sur l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne font pas de dissociation entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique dans leur nombre d'abonnés. Et on sait qu'il y a 66,70 millions de personnes dans toute cette zone, mais on ne sait pas qui est en Europe, qui est en France spécifiquement, qui est en Afrique, et donc on peut imaginer que ça va se changer dans quelques temps. Voilà, et puis rappelons que Netflix investit des dizaines de milliards, pas loin, mais c'est peut-être 12 ou 15 milliards chaque année pour produire du nouveau contenu. On attend 70 films exclusifs cette année avec Leonardo DiCaprio, enfin des stars incroyables, des gros budgets. Et il y a une grosse tendance à acheter les films qui étaient autrefois proposés au cinéma, et on a des batailles entre Netflix, entre Apple, entre les grosses boîtes qui ont beaucoup d'argent pour acheter ces films et les voler en quelque sorte aux studios traditionnels. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines ce que va devenir le James Bond qui devait sortir l'année dernière et qui visiblement, avec ce qui se passe, ne sortira même pas en avril. Est-ce qu'il va passer directement sur les plateformes de SVOD, ou est-ce que le studio va décider de le décaler encore ? Ouais, c'est réglé sur les plateformes. Visiblement, personne n'a voulu mettre les 600 millions de dollars qui avaient été demandés. C'était monstrueux. En revanche, ce qui se passe, c'est que la MGM est à vendre, donc le studio de James Bond, et que Apple sera en négociation pour l'acheter. Donc à partir du moment où ils l'achètent, ils font ce qu'ils veulent des droits du film. Donc il est possible que ça passe entièrement sur Apple TV+. On revient en France avec un plan ambitieux, Emmanuel, que tu vas nous expliquer. C'est Emmanuel Macron qui a dévoilé, il y a quelques heures, le plan quantique pour la France. Je vais essayer de vous l'expliquer. Parce que le quantique, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, c'est une technologie qui part en plus, qui peut irriguer plein d'activités différentes. Donc effectivement, c'est un plan d'1,8 milliard sur 5 ans. Alors dans les 1,8 milliard, il y a 1 milliard d'argent public, donc des laboratoires notamment, et puis 800 millions qui sont en gros 500 millions de la sphère privée. Donc dedans, on retrouve des grandes entreprises, alors Total, EDF, Thales évidemment, Atos évidemment aussi. Donc c'est toutes ces sociétés-là qui travaillent au développement de technologies quantiques. Par exemple, on parle de capteurs quantiques. Alors les capteurs quantiques, de ce qu'on m'explique, encore une fois, ce sont des capteurs qui auraient une précision telle que dans le sol, par exemple, elle pourrait distinguer, par exemple, s'il y a du pétrole qui se trouve dans le sol ou certains éléments chimiques avec une très 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 forte précision. D'accord. Donc autant dire que dans la course aux métaux rares ou dans la course au pétrole qui continue, au gaz, etc. C'est quand même un élément stratégique et de souveraineté extrêmement important pour les nations. Donc voilà, il faut mettre des moyens là-dessus. Et puis il y a l'informatique quantique aussi. Il y a l'informatique, donc l'ordinateur qui est poussé par IBM, par Google, qui est très en pointe, aussi, bien sûr. Et puis par les Chinois. Alibaba investit beaucoup dedans, Baidu, Tencent. Donc en fait, c'est une course mondiale pour l'informatique de demain et les ressources de demain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que la France arrive et met des moyens là-dessus. Et puis ça touche directement aussi l'armée avec la sécurisation des communications, avec ce qu'on appelle la cryptographie quantique aussi, donc la sécurisation des contenus. Donc il y a beaucoup d'applications, même si c'est une technologie qui est complexe.
c'est sur des états quantiques. Donc moi, j'ai du mal à saisir avec ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que, visiblement, une particule qui change d'état dans un endroit, une autre particule à un autre endroit change quasiment immédiatement, instantanément aussi, d'état. Donc, visiblement, ça a des implications extrêmement importantes. Oui, bien sûr. Oui, mais oui. Ça change absolument tout. On se croirait dans un film de science-fiction un peu, avec oui, surtout pour nous qui ne comprenaient pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. effectivement. Bon, ben voilà, Nicolas, tu veux nous dévoiler ta thèse sur le quantique? On m'a toujours dit de ne pas me prononcer quand je ne sais pas, donc je ne sais pas. Mais juste pour, en tout cas pour ce qui est de l'informatique quantique, moi aussi, je n'irai pas plus loin que toi concernant les explications, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se retrouve avec une puissance de calcul qui est exponentielle par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Donc, imaginez en fait les pas de géants qu'on pourrait avoir dans la recherche médicale, par exemple, dans la recherche scientifique. Exactement. Par exemple, sur la simulation des molécules. Tout à fait. Ça, c'est un des éléments dont il parle. Ou sur les changements climatiques, l'évolution du changement climatique. À 5 ou 10 ans, ça prend beaucoup de paramètres, beaucoup de puissance de calcul, donc c'est des éléments qui peuvent être appliqués. Voilà, sauf que ça n'existe. Enfin, il y a des essais. Enfin, on est plus dans du prototypage. Voilà, un ordinateur quantique, en fait, en vrai, ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'est plutôt dans les labos, etc. Mais alors, IBM loue son ordinateur quantique à des tiers, notamment à des entreprises. Donc, effectivement, on n'est plus dans des bits, donc des 0 et des 1, comme on voit derrière, mais dans ce qu'on appelle des qubits. Des qubits. Voilà, donc c'est des bits quantiques. Donc, et j'en dirai pas plus parce que je ne sais pas plus. Bon, on y reviendra. Bien sûr, on va évoquer maintenant quelque chose de beaucoup plus concret qu'on aime bien, qui est plus ludique aussi. C'est Apple et les fuites concernant les prochains produits Apple. Et c'est Mark Gurman, qui est un spécialiste des fuites, qui, en tout cas, des rumeurs, qui a dévoilé pas mal de choses cette semaine. Oui, on nous dit souvent qu'on parle beaucoup de fuites Apple, mais là, impossible de ne pas en parler parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de fuites. Accrochez-vous parce que Mark Gurman, en l'espace de quelques heures, il a révélé à peu près toute la line-up à venir sur Apple en 2021, avec des détails toujours très précis. Il faut préciser une chose, ce garçon, c'est un journaliste qui a commencé sur le site spécialisé 9to5Mac et qui aujourd'hui est la star des nouvelles technologies sur Bloomberg et qui est réputé pour des sources vraiment infaillibles. Il a quasiment tout le temps raison. Ouais, c'est incroyable. Comment arrive-t-il à avoir ces sources-là? Il a forcément des entrées chez Apple. C'est des sources internes et c'est de très belles sources, ça c'est évident. Pour le coup, c'est pas comme d'autres qui vont chez des fournisseurs. Lui, il a vraiment des sources chez Apple. Donc du coup, parlons de toute cette line-up. On va commencer par l'iPhone, parce que c'est peut-être le produit le plus grand public d'Apple. C'est assez rapide pour le coup, puisqu'on ne parlerait pas d'un iPhone 13, mais plutôt d'un iPhone 12S, après à voir comment Apple l'appellera. Et la nouveauté principale serait l'introduction d'un capteur d'empreinte sous l'écran, un peu comme sur la plupart des smartphones Android, très certainement un capteur ultrasonique d'ailleurs comme chez Samsung, et l'idée ça serait donc de vous permettre enfin de déverrouiller votre iPhone avec un masque, puisque votre doigt fonctionnerait, donc plus le problème de Face ID avec le masque. Ce qui serait plutôt une bonne idée. Ce serait une bonne chose, parce qu'on galère quand même pas mal depuis... en espérant que lorsque cet iPhone sortira, on n'ait plus besoin de masque, ce qui n'est pas sûr, mais on peut toujours rêver. Mais bon, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Parlons maintenant des Mac. C'est là où il y a le plus de changements, à vrai dire. Le nombre d'informations qu'a obtenu Mark Gurman est juste phénoménal. Les MacBook Pro, ça sera peut-être les grosses vedettes de cette année 2021 chez Apple, avec deux nouvelles tailles, 14 et 16 pouces, avec à chaque fois un nouveau format. Ça sera un petit peu un design plus carré, peut-être un peu inspiré de ce qu'a fait l'iPhone. Mais surtout, ces nouveaux MacBook Pro avec de nouveaux écrans, ça sera un peu le mea culpa d'Apple, avec énormément de retours en arrière. En l'occurrence, la Touch Bar qu'on voit à l'image, vous pourriez lui dire adieu. Paraît-il que Apple a décidé de l'abandonner et de remettre des vraies touches de fonction. C'est intéressant parce que c'est quand même un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Maintenant, Apple a déjà fait un aveu d'échec avec le clavier. Ce qui prouve qu'ils sont capables, sur le Mac, de se remettre en question. Autre changement aussi, aujourd'hui, on n'a que des ports USB-C sur un Mac. Là, ça serait le retour d'autres ports. On ne sait pas lesquels. On peut imaginer peut-être que le port SD ou qu'un port HDMI, ce qui est beaucoup réclamé par les professionnels, reviennent sur les MacBook Pro. Et surtout, au niveau de la recharge, on aurait le retour du MagSafe. Ça, c'est très étonnant parce que l'USB-C, c'est quand même super pratique. Est-ce qu'on a vraiment envie de revoir un chargeur magnétique propriétaire ? Pas sûr, peut-être qu'Apple permettra de continuer à recharger en USB-C en plus du MagSafe, mais l'idée serait donc du coup d'avoir ce câble qui s'enlève automatiquement quand vous marchez dedans, donc c'est pas mal parce que ça permet de sauver votre ordinateur. Qui a sauvé pas mal de MacBook quand même, cette histoire-là. Je pense en effet, c'était une des très bonnes idées d'Apple, et le retour du MagSafe à travers un chargeur rond sur iPhone laisse entendre en effet qu'Apple aime encore cette technologie, donc on va la revoir. Évidemment, bien sûr,
ce MacBook Pro aurait des nouveaux processeurs Apple Silicon encore plus puissants que le processeur M1. Donc petit à petit, l'abandon d'Intel. Petit à petit, l'abandon d'Intel, ça va aussi se voir d'ailleurs sur l'iMac qui aura son premier redesign depuis 2012, voire 2009 en fonction de votre manière de compter, puisqu'en 2009, ils sont passés à l'aluminium et en 2012, ils sont passés en 16 neuvième, mais ils ont conservé le même design. Mais ça fait quand même 10 ans quasiment avec le même design, c'est immense, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'industrie. Après, la technologie d'écran avait évolué, mais le design, tu as raison, c'était le même. Ah, c'était le même, c'est quasiment la même chose. Ils avaient perdu aussi le lecteur DVD, donc il avait été affiné, mais en réalité, c'est à peu près la même chose. Là, on passerait vraiment sur un nouveau design avec un écran beaucoup plus bord à bord, avec une inspiration sur le Pro Display XDR, vous savez, c'est cet écran Apple à 5 000 €. Donc du coup, on aurait quelque chose de beaucoup plus moderne. Même chose, passage sur un processeur Apple Silicon, c'est logique. Donc l'iMac va aussi passer à ça. Et dernier ordinateur avec un nouveau processeur Apple Silicon, ça serait un Mac Pro Mini, c'est-à-dire qu'il aurait la forme d'un cube, un petit peu similaire au Power Mac G4 Cube qui était sorti il y a quelques années et qui avait marqué un petit peu l'histoire d'Apple. L'idée, ça serait donc d'avoir ça serait l'ordinateur le plus puissant d'Apple avec une puce Apple Silicon, une démonstration de force, parce que le Mac Pro classique, lui, aurait une nouvelle révision en 2021 avec une puce Intel. Ça sera sûrement la dernière année avec une puce Intel, mais Apple ne veut peut-être pas heurter les professionnels et veut leur laisser un ordinateur Intel, en tout cas un dernier, avant de faire la transition complète. Emmanuel, chez Intel, il doit avoir des extincteurs partout là en ce moment, non? Parce que ça commence. Le PDG a été viré. Voilà. Donc effectivement, déjà un signe, ça va pas. Il s'en va le 15 février. Le 15 février, au revoir. Bon, il doit être soulagé quand même, je pense, parce que là, ce qui arrive, c'est pas terrible. Alors en revanche, celui qui arrive parce que lui avait plutôt un profil financier. Donc son successeur, c'est donc Pat Gelsinger, qui est un ancien d'Intel. Il est resté 30 ans. Ça a été le CTO d'Intel, donc c'est un ingénieur. Oui, qui va reprendre peut-être un peu la main sur très probablement la stratégie technique. Et notamment sur le fait que Intel risque de ne plus tout faire en interne et de commencer à délocaliser une partie de sa fabrication sur les prochains processeurs, notamment sur tout ce qui est 7-5 nanomètres, probablement chez des fondeurs et notamment TSMC ou Samsung. Le nom devrait être annoncé d'ici peu. Ça serait un revirement historique chez Intel. Et puis surtout, on parle d'Apple, mais il faut savoir quand même au CES. Alors, c'est peut-être un signal faible seulement, mais au CES de Las Vegas, au CES de Paris, d'où qu'on veut. Oui, en fait. Le CES mondial. Pardon, exactement. Il se trouve que Lenovo, le premier constructeur au monde de PC, a dévoilé des premiers PC fonctionnant avec ARM sous Windows, et HP a fait de même. Donc, pour l'instant, c'est un appareil dans chacune des marques, mais il est possible que ARM fasse son entrée sur PC. C'est quelque chose dont on a entendu régulièrement parler, mais Windows fonctionnait pas très bien sous ARM. Oui, parce que c'est pas la première incursion de Windows. On se souvient, il y avait les premières surfaces étaient disponibles en 2 versions. Exactement. Exactement. Il y avait une version ARM qui a été un échec, un bid incroyable. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas grand-chose qui marchait. Mais on voit quand même les velléités. Apple peut entrer dans son élan, surtout avec ce qu'ils affichent comme autonomie de batterie, comme puissance. Ils pourraient entraîner le monde du PC derrière eux. Et alors là, pour Intel, parce que j'ai l'impression aussi que, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que Microsoft commence à communiquer sur un Windows 10X. Oui. Qui serait compatible aussi avec la technologie ARM. Là, on ouvre la boîte de Pandore. Ça veut dire que si ce Windows qui ressemble au Windows qu'on connaît et qui fonctionne sous technologie ARM, ça veut dire que demain, les constructeurs n'ont plus qu'à s'arranger, soit avec Qualcomm, soit avec d'autres fondeurs pour... Alors, le gros problème, c'est derrière... Tous les logiciels, tous les périphériques qui sont compatibles, donc Windows avec Intel, le mariage Wintel, donc ça veut dire tout redévelopper. C'est vrai que... Mais après, peut-être qu'on aurait de la comment dire, pas de la simulation, mais de la traduction, émulation. Oui, de l'émulation, voilà. C'est possible. Moi, j'ai les émulateurs, j'ai toujours Aujourd'hui, il y a de l'émulation sur Windows 10 en version ARM et elle est pas bonne. Et c'est justement, Apple, on parle beaucoup d'émulation, mais c'est pas de l'émulation, c'est de la traduction. C'est-à-dire que le code est traduit pour devenir une fausse application ARM, et c'est ce qui marche. Aujourd'hui, Microsoft fait pas ça. Maintenant, on imagine qu'ils ont vu ce qu'Apple fait et qu'ils vont vouloir faire pareil. Donc, c'est là où Intel va vraiment avoir des problèmes, c'est au moment où Windows sera aussi efficace que macOS avec une architecture. Ce serait la fin du mariage Wintel, comme on dit, depuis longtemps. Et puis le dernier point, c'est le dernier bastion d'Intel derrière, c'est les serveurs. Mais là aussi, ARM commence à faire son entrée dans les serveurs, dans le côté serveur. Donc c'est vrai que pour Intel, ça fait un peu peur. Ça peut. Alors ils ont toujours 72% de part de marché, etc. Donc ça, c'est toujours un monopole, voilà. Mais disons qu'il y a des signaux, quoi.
Allez, on enchaîne sur une actu un petit peu plus politique donc le départ de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden. On ne va pas commenter cette information, mais en revanche, on peut évidemment revenir sur les dernières actions liées à la tech de Donald Trump. Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas, Emmanuel. Je Allez, peux commencer. Nico, Allons-y. et puis Emmanuel viendra en renfort si jamais. Ouais, alors, de toute façon, les dernières actions de Donald Trump sur la tech, elles sont ciblées, c'est la Chine. Vous vous en doutiez, hein, c'est certainement ce Et qui c'est va, pas nouveau, ce qui va hein, ça marquer fait son 2 ans que ça héritage. dure. Hein. Ça fait 2 ans que ça dure, il a vraiment intensifié les tensions, on en a parlé dans cette émission dernièrement, on a parlé du fait qu'il avait essayé de bloquer l'investissement vers certaines entreprises, vers certains opérateurs télécoms, il a banni WeChat Pay, il a banni certaines applications chinoises, et il est allé encore plus loin dans ses derniers jours de présidence, puisqu'il a inscrit Xiaomi sur une liste noire militaire, ce qui est très étonnant, puisque Xiaomi est une entreprise grand public qui, à notre connaissance, n'a aucune activité militaire. Et en plus, on l'a pas vu venir, pas cette télécom. histoire-là. C'est vraiment en fait, moi je résume ça un peu, évidemment en blaguant, on dirait quand même une entreprise qui fabrique des trottinettes, ce qu'on a mis sur une liste noire militaire. Et on l'a inscrite non pas comme une entreprise dangereuse, mais comme une entreprise communiste chinoise. Et ça n'a vraiment pas grand sens. Cette liste noire militaire, en tout cas, il y a un avantage pour Xiaomi, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la liste commerciale sur laquelle est Huawei. Donc c'est-à-dire que dans l'État, Xiaomi va pouvoir conserver les services Google, va pouvoir continuer à travailler avec Qualcomm. Donc tout ça, c'est assez rassurant. Maintenant, si Joe Biden ou la Chine n'arrive pas à trouver un moyen d'annuler cette action, Xiaomi, les Américains ne pourront plus investir dedans. Donc ça veut dire que beaucoup d'investisseurs de Xiaomi vont devoir abandonner et retirer en novembre prochain leur investissement, et ça risque vraiment de freiner la croissance de Xiaomi. Donc c'est de nouveau un gros coup sur une entreprise chinoise dans le but de faire du mal à la Chine. Emmanuel, le dernier coup d'éclat de Trump. C'est ça, c'est le coup de pied de l'âne avant de partir. Après, effectivement, il va falloir voir si Biden reste sur cette logique, ou s'il revient un peu en arrière. Pour l'instant, il ne donne pas vraiment de signe de retour en arrière. Il n'y a pas de communication là-dessus. Notamment sur Huawei. Est-ce que l'avenir sera plus clément aux US pour Huawei, ou est-ce que finalement Joe Biden va rester sur cette ligne stricte ? Exactement, parce qu'avant de partir, il a aussi signé, il a empêché donc Intel de fournir des processeurs notamment à Huawei. Donc il a encore intensifié la pression sur Huawei. Et on sait que l'une des voies de croissance de Huawei, c'était aujourd'hui de fabriquer des PC. Hein. On voit, nous, ici en France, ils poussaient les PC avec de nouveaux ordis plutôt jolis, et ils ne peuvent plus travailler avec Intel. Ouais. Alors il reste AMD. Et tout ça n'est pas sûr. Oui, mais c'est un Américain, donc ça revient au même. En fait. J'ai discuté avec Huawei qui m'affirme que les licences qui ont été révoquées ne concernent pas la fourniture de processeurs. Donc il y a un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est très complexe. On ne sait pas exactement ce qui a été banni. En tout cas, il y a vraiment une volonté aussi de nouveau d'attaquer Huawei. Il a ordonné aux agences américaines d'enquêter sur l'utilisation des drones chinois et, si possible, d'interdire les drones chinois justement dans les agences américaines. Donc il y a vraiment... Donald Trump veut embêter la Chine avant de partir. Il veut aussi forcer Joe Biden à avoir ses dossiers devant lui et à ne pas pouvoir retirer. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau secrétariat au commerce de Joe Biden a déclaré un jour avant l'investiture du nouveau président que les actions de Donald Trump allaient dans le bon sens vers la Chine. Donc ça laisse entendre que ça ne va pas du tout être facile et que ça ne va pas être un retour en arrière comme ça peut être le cas avec d'autres actions. On va terminer par nos QR codes que nous avons dans les applis tous anti-Covid, vous le savez. Eh bien, cette appli va peut-être évoluer, va sans doute évoluer, pour nous permettre peut-être quand les restaurants réouvriront, on ne sait pas quand, de pouvoir s'y rendre de manière plus fluide, on va dire. C'est ça. Dans l'idée aujourd'hui, tous anti-Covid, vous le savez, on en a beaucoup parlé, ça a fait polémique, tout ça, ça fonctionne avec le Bluetooth. Et dans le futur, ça pourrait fonctionner avec les QR codes. L'idée du gouvernement est assez simple, ça serait que dans chaque commerce, vous ayez un petit code à scanner. C'est-à-dire que vous allez acheter des chaussures, vous allez au restaurant, vous allez au musée, partout où vous allez, il y a un code à scanner. Et ce code, en fait, vous permet de dire « je suis là à telle heure » et c'est enregistré de manière anonyme sur des serveurs. Je rentre dans une boutique, dans un resto, je scanne. Vous scannez. Exactement, c'est l'idée en tout cas de ce nouveau Tous Anti-Covid version QR code. Et en fait, l'idée que je trouve assez intéressante, c'est qu'il n'y aurait pas, comme dans Tous Anti-Covid, juste le « attention, vous avez été mis en danger, isolez-vous ». C'est qu'en fonction des lieux, le risque serait considéré comme modéré ou beaucoup plus élevé. Par exemple, vous allez dans un restaurant, on peut imaginer que vous n'avez pas de masque, ou alors vous allez dans un petit commerce avec une toute petite surface et pas d'aération, eh bien si vous êtes notifié parce que quelqu'un se déclare positif au Covid, on vous dira
attention, le risque est assez important, allez vous faire tester. Alors que si vous alliez dans un musée avec énormément d'espace ou vous allez dans un centre commercial, eh bien on vous dira, ici le risque est modéré, mais dans le doute quand même, sachez que vous avez rencontré quelqu'un qui avait le Covid. Donc il y a vraiment cette distinction entre les deux choses. La question c'est est-ce que ça sera vraiment mis en place à temps ? On parle d'une réouverture des restaurants et de certains commerces en avril, voire vers Pâques, donc ça risque de prendre un petit peu de temps et on ne sait pas trop où on ira. Emmanuel, c'est sûr, cette appli va évoluer, c'est clair, pour qu'on puisse sortir de cette crise. On avait même parlé de vaccination, etc., de passeport de santé. Bon, ça, visiblement, c'est mis de côté pour l'instant. Oui. Ça pourra revenir sur le tapis aussi. En fait, ça revient au cahier de rappel qui avait été mis en place chez les restaurateurs à la veille du deuxième confinement, où on rentrait dans un restaurant et puis on mettait son nom, prénom, numéro de téléphone et on était contacté si dans la soirée il y avait eu des cas contacts qui avaient été donc révélés quelques jours plus tard. C'était n'importe quoi. Alors, c'était n'importe quoi parce qu'effectivement il y a des gens qui mettaient des faux noms, les noms de stars, par exemple, ou des faux numéros de téléphone, etc. En revanche, le côté positif, c'est qu'on n'avait pas besoin de smartphone, donc les personnes les plus âgées qui ne sont pas nécessairement équipées, je dis bien pas nécessairement, parce qu'il y en a qui sont très bien équipés, mais certains ne le sont pas, donc il n'y avait pas de côté discriminatoire. Là, il va falloir que ça touche toute la population, donc la population soit équipée de smartphone, d'un smartphone avec l'application, et qu'ils sachent en plus utiliser un QR code. Donc ça fait quand même 3 niveaux de compétences technologiques. Après, c'est pas forcément obligatoire. Non, en tout cas, ça serait vivement recommandé. C'est de la même manière, les cahiers de charges, si je ne me trompe pas, étaient obligatoires dans les restaurants. Maintenant, je suis allé plusieurs fois au restaurant cette période, je ne me rappelle pas qu'on m'ait demandé une seule fois de le remplir. Moi, je l'ai rempli tout le temps. On me l'a tout le temps demandé. Tout dépend peut-être des établissements aussi. Oui, c'est ça. Du nombre de fois que tu vas au restaurant aussi. Peut-être. Ces dernières semaines. C'est vrai que ça fait longtemps là. Ça fait longtemps. Restaurant. On ne sait même plus comment ça s'écrit. Très bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas. Merci Nicolas Lelouch, que vous pouvez retrouver sur 0net.com et l'Express bien sûr pour Emmanuel Paquette. Merci à tous les deux. C'est à vous. Et dans un instant on va se replonger encore une fois, sans doute la dernière fois pour cette année 2021, dans ce CES virtuel avec Olivier Zrati. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.